dans cette quête à toujours vouloir en savoir un peu plus pour savoir comment faire pour aider les gens. Alors, je vais m'arrêter là. C'est ce qui m'a amené après une trentaine d'années, à travailler avec les vétérans. Maintenant, j'ai fondé mon entreprise Attitude Santé. Et mon point central, c'est de savoir que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès pour les femmes dans le monde entier. Dans le monde entier. Et c'est un enjeu qui mérite d'être mieux connu. Les signes et les symptômes de maladies cardiovasculaires ne se présentent pas de la même façon chez les femmes que chez les hommes. Ça se présente de façon insidieuse. Les femmes sont en train de mourir, puis elles n'arrêtent pas. Il faut écouter son corps. Moi, c'est ma grande motivation. Et ce qui me motive davantage, c'est de savoir que 80% de ces maladies peuvent être évitées si on fait les changements au niveau de nos habitudes de vie. Les solutions sont là. Il s'agit juste de les mettre en lumière, de donner les outils aux gens, de les accompagner, de les aider. Moi, c'est ma très, très grande motivation personnelle de savoir qu'on doit donner le pouvoir aux gens. Les gens doivent se responsabiliser par rapport à leur santé et de faire les changements au quotidien pour changer la trajectoire de la maladie vers une destination santé. Ça, c'est ma grande motivation et je veux amener ça pour rejoindre les femmes dans le monde entier. Je suis en train de travailler pour développer un programme qui sera en ligne pour rejoindre les femmes dans la francophonie, pour vraiment mettre en lumière ce problème, cet enjeu très, très important et de sauver des vies. De sauver des vies. Alors, c'est mon moteur, c'est ma motivation. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Michel. Le temps est donné. Hein? Là. Nous sommes sur l'autoroute maintenant, la 401. On ira pour les solutions par après, les stratégies que nous pouvons mettre en place. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Michel, pour cette très, très belle introduction. Là. Darrett, je me permets de te tutoyer. Je t'ai toujours vous voyez, Darrett. Mais non, c'est avec plaisir. Pour les besoins de cette émission, je ne voudrais pas tutoyer Michel et tout vous voyez. Ce serait... Voilà, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Darrett. Merci infiniment d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Veux-tu, s'il te plaît, dire un mot sur ta personne, sur tes activités, avant qu'on continue cette conversation? Tout à fait. Je vais me présenter un petit peu. J'ai commencé donc à le faire avec Sylvie et Michel au début, mais je vais me représenter. Hein. Je m'appelle Darrett Lao. Je suis d'origine chinoise, né au Cambodge. Je suis marié à une Française de la région du centre-ouest de la France, du côté de Poitiers. Et je suis père d'une fille colombienne que nous avons adoptée à l'âge de 10 ans, qui est maintenant la maman d'une jolie petite fille dont le père est d'origine philippine. Donc tout ça juste pour vous dire que je suis un citoyen du monde et fier de l'être. Sur le plan professionnel, je suis cofondateur de la société Liu. C'est une société que j'ai créée avec un groupe d'amis pour accompagner les entreprises à impact écologique, social, solidaire et durable dans leur développement à l'international. Bon, j'interviens aujourd'hui un petit peu à la demande de Bertrand. Je remercie donc Bertrand et Sylvie. C'est la première fois que je participe à une conférence avec des gens qui sont un peu partout d'ailleurs dans le monde. Là, vous êtes encore l'après-midi au Canada et nous, on est déjà dans la soirée. Pour Elisabeth, je crois que c'est à Bruxelles, Elisabeth. Et moi qui est donc à Paris. Donc, c'est aujourd'hui un grand plaisir pour moi de partager avec Michel notre regard sur cette nouvelle année 2021 qui a commencé comme 2020 a terminé. C'est sous le signe de la COVID-19. J'aurai peut-être l'occasion, je ne sais pas comment Bertrand, tu veux un petit peu qu'on échange. Je voulais surtout vous parler un petit peu justement de ce grand changement qui est dû à cette période un petit peu particulière dans le monde, au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai découvert justement Michel et toutes ces interventions là, justement pour mettre un petit peu en avant, je dirais, la santé
avant le travail. Voilà. Merci beaucoup, Dareth. Merci infiniment. Donc, on rappelle le thème de cette rencontre, de cette conversation, bien-être et santé mentale, quelle stratégie en 2021? C'est certain que cette question n'est pas anodine. Nous savons que depuis environ un an, nos vies ont été bouleversées personnellement et collectivement. Nous sommes passés par plusieurs phases, là sans doute les unes plus difficiles que les autres, par plusieurs types d'émotions, par voilà, plusieurs situations familiales, peut-être même financières, etc., etc. Nous allons en parler, nous verrons aussi les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que nous sommes désarmés? Est-ce que nous avons encore entre nos mains, en tant qu'individu, en tant que société ici au sens large, comme communauté humaine, communauté internationale, communauté humaine, est-ce que nous avons encore un certain pouvoir entre nos mains? C'est donc de ça dont nous parlerons. Et je rappelle, chers amis connectés, vos contributions à la fois partage d'expériences, partage de stratégies, questions, vos contributions sont les bienvenues. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le faire. Première question un petit peu personnelle, on va commencer là. Comment avez-vous vécu l'année 2020? Michel. Je peux peut-être commencer, si tu veux bien. Vas-y, s'il te plaît, Dareth. Ouais, parce que en fait, mon travail professionnel m'a amené à avoir une certaine expertise sur la Chine, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure. Et c'est avec ce regard d'expert que j'ai suivi avec un grand intérêt le début en fait, de l'épidémie à Wuhan au mois de janvier l'année dernière. J'ai pu ainsi voir plutôt l'évolution rapide de cette maladie qui faisait très peur parce que c'était une maladie inconnue dont on ne savait comment se protéger ni se soigner. Face à cet inconnu, la Chine a décidé à l'époque de confiner toute la ville de Wuhan avec 11 millions d'habitants et la province de Hubei avec ses 60 millions d'habitants et pendant 75 jours. Un moment après, en Europe, l'Italie était le premier pays touché et elle a commencé rapidement aussi à confiner et à mettre en quarantaine plusieurs villes du Nord. Par la suite, c'était toute l'Europe et puis l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En ce début d'année 2021, nous vivons toujours sous cette menace de coronavirus. Nous vivons toujours avec un masque et avec le moindre contact physique possible. Comme pour tout le monde, en fait, je vois ma vie sociale et professionnelle chamboulée. Sur le plan économique, il faut voir également qu'on a vraiment subi beaucoup de changements avec le confinement, avec la distanciation, avec le couvre-feu. Tout ça, ça a mis à mal plein d'activités et de commerces. Mais il n'y a pas que de perdants, en fait. Avec le confinement, les gens qui avant passaient leur temps dans les transports, dans les bouchons et la pollution, aujourd'hui, ils découvrent le chez-soi. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que, justement, avec ce confinement, cette période un peu particulière, en fait, nous, des professionnels comme moi qui passaient son temps en fait, à travailler, aujourd'hui, en fait, on a, avec la Covid, on arrive vraiment à se retrouver. Et ça, c'est vraiment un point vraiment crucial. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu partager et avoir un petit peu l'avis de Michel sur ce qu'elle en pense. Moi, je sais que dans les premiers temps du confinement, je suis un peu comme tout le monde, j'étais perdu, hein, je tournais en rond dans mes mètres carrés et petit à petit, je commençais à m'organiser. Déjà, pour les repas, avant, on déjeunait dehors pendant le travail et avec le confinement, évidemment, on commençait à faire de la cuisine chez soi. Alors, ça, pour dire que, pour parler des activités économiques,
c'est clair que là, tout ce qui est lié à l'activité alimentaire, les chiffres ont explosé. En France, je pense qu'un peu partout dans le monde. Et de même, comme tout le monde, je me rendais compte que pendant le confinement, que tout n'était pas parfait à la maison. J'avais des petits travaux de bricolage à faire que je laissais en attente depuis des années. Et comme tout le monde, j'ai commencé à bricoler. Et aujourd'hui, on constate que tout le monde fait la même chose parce que l'activité de bricolage, le do-it-yourself, le DIY a explosé. L'activité a gagné jusqu'à 30-40%. Et on voit également d'autres activités comme pour aller voir les gens, on prend moins de transports en commun pour privilégier sa propre voiture et pour éviter le contact. Hein. La conséquence, c'est que l'équipement automobile aussi a explosé. À contrario, ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a d'autres activités où les gens se retrouvent les uns à côté des autres, ont vu leur activité réduite vraiment à néant. Avec la COVID-19, il y a moins d'avions, donc moins de touristes, moins de trains. Les restaurants, les bars, les cafés sont fermés, les salles de spectacle et les salles de sport aussi. Dans ce changement en fait radical de mode de vie et de travail, comme tout le monde, j'organise ma vie autrement. Je travaille aujourd'hui chez moi, en télétravail. J'utilise Zoom ou Teams pour mes réunions et je participe à plein de webinaires comme je suis en train de le faire avec vous. Ce qu'il y a de positif justement dans cette période difficile, c'est la redécouverte de soi. En fait, avec le confinement, la nature humaine et la nature tout court a repris ses droits. Je ne sais pas, j'ai la chance d'habiter à côté de la forêt et je n'ai jamais entendu d'autant de chants d'oiseaux. Et à la télé, je pense que tout le monde a vu des animaux sauvages qui se baladaient un peu partout en ville, dans le monde. En Chine, je n'ai jamais vu autant de photos ou de vidéos avec un ciel bleu magnifique. La Chine est connue pour la pollution. Hein, on voit toujours des photos de villes avec comment dire, de la brume, mais jamais un ciel bleu. Mais là, pour la première fois, on voit un ciel bleu comme on voit sur la Côte d'Azur en France. C'était vraiment extraordinaire. Je pense que tout ça, on est en train d'oublier. C'est pendant ces 3 mois vraiment où le monde a basculé, et on se rend compte en fait qu'on s'est oublié. On s'est totalement oublié, nous, mais aussi la nature. Donc, avant, moi, je perdais 2 heures dans les transports, les bouchons, la pollution pour aller au travail. J'étais stressé, hein, c'est normal. J'avais mal au cou, je restais toute la journée devant l'écran, j'avais mal au dos. Mais là, avec le télétravail, je me suis organisé un coin tranquille, là, où je suis en ce moment, un coin de confort, où je peux travailler dans la sérénité, dans le calme. Là où j'ai le plus gagné, c'est sur l'heure de transport que j'ai transformé en une demi-heure de yoga. Moi, avant le yoga, mon épouse faisait du yoga, mais pour moi, quand vous êtes stressé, penser au yoga, c'est impossible. Là, il faut déjà 1 heure pour se calmer. Et bon, après, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, les 2 heures que j'ai gagnées sur le transport, déjà, j'ai une demi-heure tous les matins, c'est du yoga et de la relaxation mentale. Bref, ma stratégie personnelle pour réussir 2021, c'est juste d'organiser un espace confortable et de bien-être pour faire du télétravail et prendre le temps vraiment de s'occuper de soi, mais pour être meilleur en fait dans mon activité professionnelle. Voilà, je pense que c'est une très bonne introduction pour maintenant pour que Michel me donne les solutions pour en faire encore mieux, quoi. Tout à fait, Darrett, merci. Je ne dirais pas le contraire. Moi, au niveau personnel, le début de l'année, c'était, quand la COVID arrive, c'était un questionnement
Hein? J'ai vécu des questionnements et ensuite, il fallait rapidement s'adapter comme entrepreneur parce que quelquefois, il y a quelque chose qu'on veut faire, mais la vie nous demande de faire autre chose. Donc, moi, comme inhalothérapeute, j'étais très interpellée parce que je recevais des lettres de mon ordre professionnel qui rappelaient tout le monde dans les hôpitaux finalement parce que c'était criant. Je me suis questionnée par rapport à ça. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi de retourner pour aller sur le terrain? J'étais vraiment très interpellée dans mon âme d'inhalothérapeute. Je suis sur le comité de résidents pour les personnes âgées. Donc, il y a là le comité qui est là. On avait plus de réunions parce qu'il fallait que j'apporte des idées, des solutions quand on se questionne par rapport aux proches aidants. J'ai été aidante naturelle moi-même et c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup aussi. Donc là, il y avait du temps qui était là. Je suis sur le réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Fait que là encore, on avait plus de réunions parce qu'on essaie de... Tout le monde se sent interpellé. Et moi, j'étais en train de bâtir quelque chose. D'accord? Donc, moi, au début, c'était, là, je vais mettre l'accent plus sur mon programme. J'ai un programme que je veux faire pour mettre en ligne. Moi, je suis à mes débuts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il a fallu que je m'adapte. C'était aussi une période de développement et d'apprentissage parce que très rapidement, et là encore, j'avais plus de demandes puisque l'urgence est là. On commençait à ressentir le besoin pour parler de santé, pour parler de promotion de santé, pour parler de bien-être. Donc, il y a des organismes qui étaient plus intéressés à mon message. Il a fallu rapidement que je réponde à la demande. Donc là, j'ai une conférence que je présente, Attitude santé, gestion de soins pour optimiser son capital. Donc là, j'ai dû l'adapter. Je suis dans un groupe de réseautage tout de suite. Oui, on va l'offrir pour justement donner des outils. Donc, en bout de ligne, je n'ai pas vu passer l'année. J'étais dans une effervescence à vouloir donner tout ce que je pouvais donner, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour ma mission d'entreprise. Donc, c'est de m'adapter. Qui dirait qu'aujourd'hui, là, je serai avec vous dans un Zoom? Bien là, il y a un apprentissage en arrière de ça. D'ailleurs, je dois remercier Jean-Ernst qui m'a vraiment épaulé. Et là encore, on rencontre de nouvelles personnes. Il m'aide. Ça a l'air simple, mais il y a tout un apprentissage pour qu'on soit capable d'être à l'aise. Et là, j'ai découvert la beauté du Zoom. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je développe mes ateliers là-dessus. Donc, en quelque part, il faut s'étirer, mais il y a des opportunités qui arrivent aussi. Et quand on est dans la flexibilité, dans l'adaptation et dans l'ouverture, on accepte ce qui est là parce qu'on n'a pas le choix, mais on fait les choses autrement. Donc, pour moi, comme entrepreneur, comme quelqu'un qui essaie de construire quelque chose, l'année, en quelque sorte, était extraordinaire parce que cela a fait ressortir davantage le message pour la promotion de la santé. Par contre, à l'intérieur de tout ça, Dominique, nous sommes dans des groupes ensemble. Là, parce que moi, je me forme, j'ai des formations que je fais des conférences, je développe des ateliers. Donc, je suis comme entre les deux, je reçois et je donne. Mais c'est toute une adaptation. Moi, ce qui m'a beaucoup, comment je dirais là, qui m'a beaucoup nourri, c'est de voir que le message porte et que j'apporte ces outils aux gens. Justement, en parlant de stratégie. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand on parlait au début de la COVID, c'était toute la difficulté que les gens ont de rester chez eux. Hein, tout ce que j'entendais aux nouvelles, c'est la grosse pénitence d'être chez soi. Je me dis, mais mon Dieu, on a un problème. Et c'est Blaise Pascal qui nous dit que tout le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne peut pas rester assis seul dans sa chambre. Alors, qu'est-ce que la COVID-19 a suscité comme enjeu? Les gens n'ont pas eu le choix de faire connaissance avec eux autres. Allô, je m'appelle Michel. Comment tu vas, Michel? Allô, moi c'est Vertuli, moi c'est Jean-Ernst. Donc, et c'est ça que je trouve qui va être beau. Malgré toutes les difficultés que les gens vivent maintenant, ils n'ont pas eu le choix de s'arrêter et de se retrouver. Parce qu'on est dans une société tellement tumultueuse, on se perd. On se perd. Et ça, au niveau de la santé, c'est un facteur extrêmement important. Quand je parle dans ma conférence que je développe davantage attitude santé et qu'on nous parle de connaissance de soi, qu'est-ce que cela veut dire se connaître? Connaître ses valeurs, connaître ce qui nous fait plaisir. Parce que pour avoir un bien-être, il faut savoir ce qui nous fait du bien. Et ce qui fait du bien à Pierre ne fait pas du bien à Paul. Parce que cela va avec nos valeurs, avec ce que nous aimons.
Une aime danser, l'autre aime jouer de la musique. Donc, il faut savoir s'arrêter pour être en contact avec notre âme, avec la vraie, notre essence. Et c'est à partir de cette essence-là, quand nous connaissons nos valeurs, on parle de gestion du temps et de gestion du stress. Pourquoi qu'on est stressé? 24 heures dans la journée, c'est le même temps pour tout le monde. Les activités se multiplient. Mais si on perd de vue nos valeurs, si on perd de vue ce qui est vraiment important pour nous, les activités se rajoutent et on n'y arrive jamais. Alors, quand on est dans la connaissance de soi et dans la pleine conscience de connaître nos valeurs, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir gérer notre temps en fonction de nos priorités, en cohérence avec nos valeurs, et on va faire vraiment ce qui est important pour nous. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut tout faire. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir. Et ce choix-là est basé sur nos valeurs, sur la connaissance que nous avons de nous, et c'est comme ça que ça avance. Donc, quand on parle de stratégie, en termes d'attitude, ce qui va nous aider, c'est de revenir, on va voir, on entend les gens parler, on est en train de discuter pour le port du masque. Est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas? Là, je suis brimée dans ma liberté d'action. Je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas aller ailleurs, je ne peux pas. On est tous dans tout ce qu'on ne peut pas faire. La solution, c'est quoi? C'est de savoir quels sont les éléments sur lesquels j'ai du contrôle et quels sont les éléments que je ne peux pas contrôler. Tant qu'on regarde les éléments que nous ne pouvons pas contrôler et qu'on est dans la résistance, bien, on augmente nos stress. Parce qu'on ne peut rien. C'est sûr, quand je parle, je dis aux gens, cela ne veut pas dire qu'on est indifférent par rapport à ce qui se passe dans le monde. Au début de la COVID, une statistique qui me parlait beaucoup, en Italie, j'ai retenu celle-là, en Italie, en une journée, il y avait 1000 morts. 1000 personnes sont mortes en une journée. On ne va pas dire que ce n'est pas grave, mais dans nos maisons, dans notre petite personne, quand on est chez nous, oui, on a cette intelligence collective. Nous sommes concernés par ce qui se passe à l'extérieur. Mais laissons les gouvernements, les autorités compétentes font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais nous, notre première responsabilité, c'est d'abord de mettre notre propre masque à oxygène, de reprendre le contrôle et le pouvoir sur notre santé et notre propre bien-être. Et de l'intérieur vers l'extérieur, nous allons pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça que moi, avec toute cette histoire de COVID, c'est une résolution que j'ai prise aussi pour moi. Je pense que Dominique m'a déjà entendu partager ça. Oui, je veux aller faire des conférences dans le monde entier. Il faut que j'ai mon site web, il faut que je fasse mon programme, etc. Quand on se rencontre et qu'on me dit, Michel, c'est quoi ta victoire aujourd'hui? Mais ma victoire aujourd'hui, c'est que j'étais à l'écoute de ma propre fatigue. Et je me dis, ce n'est pas vrai que je vais promouvoir la santé et que je vais laisser ma propre santé pour aller sauver les autres. Je vais commencer par me sauver moi-même. Et j'ai pris cette résolution-là et de dire, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Quand on sort dans cette dynamique-là, on est capable de se retrouver, on est capable de s'arrêter et de dire, oui, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, j'ai fait mon possible. Il faut qu'on diminue nos attentes, parce que nous sommes dans une situation qui est anormale. Donc, moi, personnellement, j'ai dû m'adapter et accepter que tout ce que j'avais dans mon agenda, j'avais prévu un site web au 31 mars, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça. Non, on fait, et j'ai répondu à d'autres demandes parce qu'il faut répondre à la priorité du moment. Ce qui était important, c'est que je rentre en contact avec les gens. Ce qui était important, c'était que je donne ce que j'avais à donner ici et maintenant. Donc, le reste va venir après. Donc, tant qu'on est dans cette logique qu'on a fait notre possible et de s'occuper d'abord de soi. Et qu'est-ce que cela veut dire, s'occuper de soi? Notre santé physique, c'est de voir nos habitudes de vie, comment nous nous alimentons. Est-ce que nous bougeons? Est-ce que nous prenons assez de sommeil? Je ne parle même pas du tabagisme, là, ça, c'est une autre histoire. C'est un autre gros dossier, d'accord? Donc, il faut au moins qu'on regarde ces 3 piliers de base pour voir comment qu'on va générer l'énergie que nous avons besoin pour pouvoir fonctionner dans cette société-là, pour pouvoir contribuer. C'est ça, prendre soin de sa santé physique, c'est de faire ce qu'il faut pour au moins ces 3 piliers de base et avoir des stratégies, comme Dareth nous a dit, le calme et le silence. De se retrouver seul avec soi-même
pour être à l'écoute de nos émotions. Parce que nos émotions, en bout de ligne, ce sont des indicateurs. Quand nous sommes tristes ou en colère, il faut s'arrêter et se demander pourquoi je suis triste et pourquoi je suis en colère. Donc, quand nous avons des symptômes de stress, nous avons des tensions musculaires, des palpitations, le corps nous parle. Il y a des symptômes physiques, il y a aussi des symptômes psychologiques, physiologiques qu'on va avoir. Nous avons des tensions musculaires, des maux de dos, un malaise, on a mal au ventre, on a la diarrhée. Ce sont tous des messages que nous recevons et nous passons par-dessus et nous continuons. Ce que je dis aux gens, j'ai fait la conférence récemment, la santé au cœur de mes affaires. Cette conférence-là, qui est plus détaillée, est vraiment dédiée aux entrepreneurs. Et ce que je dis aux entrepreneurs, vous avez une entreprise, mais c'est quoi votre premier capital? Votre premier capital, c'est votre santé, c'est votre richesse. Donc, si vous ne vous occupez pas de l'être d'abord, pour avoir la capacité de faire, pour avoir et enfin devenir. Donc, il faut renverser l'équation parce que les entrepreneurs, nous sommes là, nous regardons nos chiffres, nous regardons notre bilan financier, nous regardons nos objectifs avec notre plan 90 jours et les résultats à atteindre. Moi, maintenant, ce que je dis aux entrepreneurs, know your numbers. Exactement la même chose que vous faites pour votre entreprise, faites-le pour vous. Est-ce que vous connaissez la valeur de votre pression artérielle? C'est une valeur, une donnée primordiale et capitale que chaque personne doit savoir. Pourquoi? L'hypertension, c'est un tueur silencieux qui fait des ravages. Les gens vont avoir une hypertension au plafond et vous faites une crise cardiaque, alors qu'on peut le prévenir. Donc, c'est très important de connaître la valeur de la pression artérielle. Vous avez vos chiffres. Est-ce que vous connaissez votre taux de sucre, combien qu'il est, votre taux de cholestérol, comment il est? Ce sont des données primordiales et capitales à avoir, à savoir et d'agir. Pour l'hypertension, la majorité des gens qui font de l'hypertension ne savent pas qu'ils font de l'hypertension. C'est quand ils font leur crise cardiaque qu'ils savent qu'ils font de l'hypertension. C'est un tueur silencieux. La seule façon de la mesurer. D'accord? C'est très, très... Moi, s'il y a une chose que je veux que les gens retiennent, là, si vous ne savez pas la valeur de votre pression artérielle, bien, arrangez-vous pour le savoir. Très, très important. L'hypertension, le diabète. Dans nos communautés, en Afrique, les communautés noires, les communautés asiatiques, je dis aux femmes, permettez-moi d'aller du côté des femmes, parce que c'est ça l'enjeu. Toutes les données que vous chiffrez, que vous avez, pour les femmes dans la population caucasienne, quand vous arrivez chez les Noirs, vous pouvez les multiplier, les quadrupler, là, c'est plus encore. Chez les Noirs, les communautés noires, autochtones et asiatiques, le taux d'hypertension est très, très élevé. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'hypertension, celle qu'on doit surveiller, et on va faire nos crises cardiaques. Par rapport aux maladies cardiovasculaires pour les femmes, la charge mentale est encore plus élevée chez les femmes. Les signes et les symptômes sont insidieux, ne se présentent pas de la même façon. On va avoir une fatigue latente qui est là, une fatigue inexpliquée. Le message pour les femmes, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et quand on se connaît, quand on connaît notre corps et qu'on prend le temps de s'arrêter, on va voir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Quand vous vous réveillez, vous ne vous réveillez pas de la même façon, soyez à l'écoute des plus petits signes insidieux que vous pouvez ressentir et de leur accorder de l'attention. Quand on parle du stress, les symptômes de stress qui sont là, premièrement, c'est de les reconnaître. Les reconnaître, c'est une chose, mais c'est aussi d'agir activement pour s'occuper des symptômes de stress. Les massages, la relaxation, la respiration. Apprendre à respirer. Nous ne respirons pas suffisamment. Quand on respire de façon qu'on a ce qu'on appelle une respiration thoracique, la respiration est superficielle, on est stressé, on ne prend pas le temps d'oxygéner toutes nos cellules, d'envoyer la quantité d'oxygène nécessaire dans notre cerveau. Et vous allez voir, quand on est stressé et qu'on est très occupé, exemple, vous êtes entrepreneur, vous êtes gestionnaire, vous n'avez pas de clarté,
vous êtes dans la confusion, vous êtes dans la brume. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions quand vous êtes dans cet état-là. Donc, je vais conclure là-dessus. On pourra continuer, m'interpeller par la suite. Les clés au niveau des stratégies, c'est d'abord le silence, de se retrouver, de se réserver des moments de calme dans la journée. On parle beaucoup de cohérence cardiaque. Vous pouvez aller sur YouTube, là, il y en a plein. Moi, je commence à faire ça maintenant. Cela n'a pas toujours été le cas. Prendre le temps de respirer. Et quand vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de négocier quelque chose. Aussitôt que vous êtes dans un état où vous avez une décision à prendre et que le niveau de stress est élevé, time out, comme on dit. Dans les sports, là, invertuli, on coupe ça. Alors, ne prenez pas de décision importante quand vous êtes dans un état de confusion et que vous êtes stressé. Puis même, il y a des études même on parle, vous avez gagné à la loterie, vous êtes dans un état euphorique, là, ne prenez pas de décision quand vous êtes dans une grande joie ou dans une grande tristesse parce que vous perdez de votre clarté. Alors, c'est très important de connecter avec soi-même, de prendre ce temps-là pour se sentir, pour sentir notre corps, sentir nos émotions, allô, et d'être à l'écoute de ce que nous ressentons et de ce que nous vivons dans nos corps et de se réajuster au fur et à mesure, de se donner ces moyens-là. La respiration, très important. La marche, l'activité physique, c'est une panacée pour tout. Si on pourrait vous énumérer les bienfaits, là, on n'en finira pas, là, c'est bon pour tout. Alors, au moins une 30 minutes de marche, vous êtes en business. On continuera par la suite parce que quand je parle, là, il faut attacher là quelqu'un parce que Non, c'est normal, on vous laisse parler parce que c'est très important et on n'a pas envie Oui, parce que je ne savais pas comment, parce que j'ai demandé à Bertrand, il dit, on va vous questionner, parce que moi, ce que je vous ai parlé là, c'est la combinaison de 3 conférences. Oui, je l'ai remarqué. C'est 3 conférences, parce que des fois, dans une conférence, je prends une ligne, mais là, j'essaie de tout vous donner, là. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Donc, Bertrand, tu peux continuer. Merci. Merci Sylvie. Merci beaucoup, Darrett et Michel. Quel contenu, hein? Je vois d'ailleurs des appréciations dans le clavardage, là. Ah, quel oui. contenu, quel contenu. Quelle générosité de votre part. Merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir, ce que je retiens en tout cas moi, jusqu'ici, pour résumer rapidement, c'est ce qui a, vous avez donné beaucoup d'éléments très pertinents. Mais le point commun, il me semble, hein, de ce que vous avez dit tous les deux, c'est l'importance de, entre guillemets, revenir à la raison un petit peu, savoir ce qui est réellement important pour nous, ce qui est réellement essentiel, et prendre davantage soin de sa personne. Être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son milieu familial, prendre soin de son environnement, comme Darrett le disait, hein, le bricolage, le faire du yoga, etc. Donc, voilà, c'est l'un des principaux gains, il me semble, de cette pandémie. Moi également, comme tous les entrepreneurs, tu as mentionné ton exemple, Michel, et Darrett aussi l'a fait. J'ai été chamboulé, mon organisation, mon équipe a été chamboulée ici au Canada, mais aussi à l'international. On a dû donc se réadapter le plus vite qu'on a pu, passer du mode présentiel et renforcer notre présence en ligne. Il y a eu des moments d'incertitude, surtout au mois de mars, avril, où ça frappait vraiment en Amérique du Nord. En mars, avril, c'était très fort. Ici, on a dû se réinventer, avoir des moments de stress, des nuits très longues et des journées plutôt courtes. Mais au final, je peux dire que les choses progressivement sont revenues dans l'ordre. Alors, là, la question que je m'en vais vous poser, je voudrais commencer par Darrett, parce que Darrett, la situation en Chine intéresse, je crois, beaucoup de personnes et m'intéresse moi. Comment les entrepreneurs, hein, ou même les professionnels tout simplement,
en Chine, puisque tu es en contact avec beaucoup de monde de ce côté-là, comment toutes ces personnes ont vécu cette pandémie ou continuent même encore, puisque ce n'est pas tout à fait fini, continuent à vivre cette pandémie. Quels sont les changements que tu as pu noter, que tu as pu lire, dont on t'a parlé venant de la Chine? Oui. Alors, en Chine, en fait, la Chine a été le premier pays qui a été touché. Mais comme vous savez, en Chine, le régime est un peu différent et plus, je dirais, plus discipliné. Et ils ont vraiment confiné les gens de Wuhan, vraiment totalement confinés pendant 3 mois et demi. Bon, vous savez maintenant qu'au début, c'est vrai que pour eux, c'était la première fois, c'était vraiment très inquiétant. Moi, je suivais vraiment les événements avec beaucoup, beaucoup de stress parce que je voyais que ça allait venir. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas du tout quel genre de maladie ça allait déclencher, comment allait pouvoir se protéger. Donc, quand vous voyez encore aujourd'hui, je revois parce qu'ils fêtent un petit peu, je dirais, l'anniversaire, je crois que c'est le 23 novembre. Donc, ils fêtent un petit peu justement en montrant un petit peu les films de l'époque. Les médecins, tout ça, étaient obligés vraiment de se protéger avec 3 couches, des masques partout. En fait, en fin de compte, c'était grave, mais ce n'est pas aussi grave que ça, si on peut dire, vu avec de recul. Ce qui s'est passé donc, avec 3 mois, évidemment, le Covid a été, le coronavirus a été éliminé. Donc la Chine, en fait, a vécu pendant, après ces 3 mois, on peut dire que la Chine a vécu sans masque. Les gens pouvaient se balader, il n'y avait vraiment aucun cas. J'ai des amis, alors on dit, bon, peut-être le gouvernement chinois, justement, bloque un petit peu les informations, tout ça, mais quand on a des amis, quand on a la famille, tout ça là-bas, ben non, eux, ils sortent bien, hein, ils vont librement à gauche, à droite, ils se réunissent, ils n'ont pas de problème. Donc, pendant ces 3 mois, c'était catastrophique, comme partout dans le monde, où on a perdu du jour au lendemain 50% du chiffre. Un mois après, 70%, 80%, et le 3e mois, c'est carrément presque 90%. Et là, c'était vraiment le blackout total, on ne sait plus ce qui allait se passer. Et puis après, en fait, comme je le disais, suivant les activités, en fait, certaines activités ont carrément explosé, 60% pendant des mois, on se redemande, et encore aujourd'hui, le bricolage dans le monde continue à 60%. Donc, on voit bien que en Chine, c'était le cas. Et aujourd'hui, la Chine, vraiment, est le pays qui s'en sort le mieux, puisque là, ils arrivent à faire quand même 6% à la fin de l'année 2020. Et bien, tout ça, je dirais maintenant, il faut faire attention parce que depuis à peu près 1 mois, les cas sont revenus. Et encore une fois, on voit aussi que la Chine a pris des mesures qui n'ont rien à voir. Bon, on n'est pas dans le même contexte ni dans la même gouvernance. C'est-à-dire que depuis peu, ils ont juste découvert quelques cas à Shanghai et puis 16 cas ou 200 cas après dans une ville. Et ils ont encore reconfiné toute la ville, totalement la ville. Donc, je pense qu'il y a en fait des politiques très différentes suivant les continents, suivant les pays. Et donc, au niveau de la Chine, aujourd'hui, je dirais que bon, la Chine a une activité économique, entre guillemets, normale. Encore, il faut attendre voir un petit peu ces prochains mois, prochaines semaines ou mois, puisque là, les gens, on le ressent en Chine, commencent à paniquer de nouveau, juste par quelques cas, parce que justement, ils ont tellement connu, et voilà. Je ne sais pas si je réponds un petit peu à ton interrogation par rapport à la Chine. Tout à fait, absolument. Absolument. Merci beaucoup, Dared, pour cette lumière sur la situation en Chine. Merci infiniment. OK. Merci beaucoup, Dared. Merci, Michel. Moi, je vais poser une question, mais je serai un tout petit peu longue parce que je dois vous lire rapidement quelque chose en résumé.
J'ai trouvé un reportage pardon, sur soussou.fr, donc c'est français, et on dit la santé mentale en Afrique, parlons-en. Mais on ne va pas vraiment focuser sur l'Afrique, on focus sur le monde entier. Souvent, quand on nous pose la question, on dit oh, comment ça va? On se voit, on dit allô, comment ça va? Et on répond ça va, je suis là. Mais cette réponse parfois cache beaucoup plus que le ça va. Je continue toujours, on dit des maladies mentales encore méconnues et une prise en charge insuffisante pour les malades. Et ça, c'est vraiment de par le monde entier. On dit la santé mentale est plus que l'absence des troubles mentaux. La santé mentale fait partie intégrante de la santé. En effet, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et environ 450 millions souffrent actuellement de troubles mentaux dans le monde. Ça, c'est un chiffre rock, je pense, parce qu'aujourd'hui, rendu avec... Ça, c'est quelque chose qui a été écrit en septembre... Non, bon, ça, c'est français, dans le 9-10-2019. Je fais ça pareil. Alors, moi, ma question sera la suivante. J'ai écouté ce que M. Darret a dit. Il a parlé, je vais rapidement juste dire des mots-clés que j'ai retenus et que j'ai notés. Bricolage, pour aider à freiner, en tout cas, bricolage, redécouverte de soi et yoga. Et Madame Vincent a parlé de connaissance de soi, ça revient encore, s'arrêter, se retrouver. Connaissance de soi, cela va avec nos valeurs, un bien-être, gestion du temps, gestion de stress, connaissance de soi encore, je m'excuse, mais je vais le répéter autant, choix de valeur, connaissance de soi, éléments, contrôle, non, en tout cas, contrôler ce qui vous énerve ou pas, et le calme, le silence, encore une fois de plus. Alors, moi, ma question est la suivante. Quand on vous écoute, on a écouté M. Darret, on a écouté Mme Michel, il y a beaucoup de points communs, comme l'a dit M. Bertrand tantôt. Et je ne voudrais pas comme focuser seulement sur l'Afrique, mais je focus sur le monde. Ces problèmes existaient déjà avant la COVID-19. Voilà qu'à cause du mot confinement, ces mots sont beaucoup plus présents dans notre quotidien. Et dépendamment du lieu où nous vivons et de la situation dans laquelle nous sommes, parfois on a la chance que ça marche, on détecte rapidement. On dit, ah tiens, ça ne va pas parce que je le connais. Parfois, dans certaines parties du monde, on s'en fout, comme souvent en Afrique, et puis probablement une partie de l'Asie, on s'en fout parce qu'on ne veut pas se faire pointer du doigt. Et là, il y a des suicides, il y a de l'anxiété, il y a plein de choses. Ma question va aller directement à Michel avant d'aller à Darret, mais on va le faire clair rapidement, ça ne va pas être trop long pour permettre à tout le monde de bavarder et de parler plutôt. Monsieur Darret a parlé de bricolage, de yoga. Est-ce que, parce que moi ici, je suis ici vraiment pour les solutions pratiques. Au moins une ou deux solutions pratiques. Parce que c'est les mêmes choses, on connaît. Si tu prends le temps d'aller lire et tout, tu peux te former. En plus, aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation, la journée internationale de l'éducation. Donc, ça tombe bien. Alors, ma question est la suivante. Monsieur Darret a parlé de bricolage. À travers les bricolages, il est devenu, disons, le do-it-yourself, et ça fait partie de son passe-temps maintenant, ce qui est très bien, et le yoga. Alors, pensez-vous que toute personne peut utiliser le yoga, quel que soit, et puis le bricolage, quelle que soit sa situation et son lieu sur cette planète, pour pouvoir soit se connaître, connecter avec lui-même et pouvoir contrôler sa pression artérielle et tout, parce que ça fait partie aussi de tout cela, et s'en sortir. Parce que ce n'est pas tout le temps que le comment ça va marche beaucoup. On dit ça va, oui, ça va, mais au fond, ça ne va pas. Mais est-ce que soi-même, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on peut prendre, reconnaître que ça ne va pas et utiliser le yoga, le bricolage et plein d'autres choses pour s'en sortir? Ou bien il y a autre chose, je ne sais pas moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire ou juste le bricolage suffit pour pouvoir s'en sortir? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais peut-être vous donner d'autres façons, en prenant bien sûr en compte qu'il y a certaines parties dans le monde où on ne peut pas vraiment se permettre, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de bruit. Hein. Il y a vraiment du bruit. À moins que tu habites une maison bien fermée et bien jolie. Sinon, le matin, à 4h, 5h du matin, tu entends déjà le coq crier. Et tu ne sais pas que ça peut vraiment aider avec le yoga, à moins que tu sois super concentré. Donc, dites-moi, Madame Michel, est-ce que le yoga
et le bricolage suffisent largement pour se connaître d'abord? Est-ce que ça va aussi permettre de contrôler sa santé et tout? Voilà. Merci pour la question. Je voudrais d'abord faire deux nuances avant de répondre à la question. Voyez-vous, maintenant, pendant la COVID, on parle beaucoup de santé mentale, et on mélange un peu tout. Donc, il faut vraiment faire le ménage là-dedans. D'accord? On va parler d'une part de maladie mentale. Donc, quand on parle de maladie mentale, ce sont des gens qui ont un débalancement au niveau chimique, au niveau de leurs neurotransmetteurs, des gens qui souffrent de problèmes de schizophrénie, de bipolarité, de tout ce qu'on peut voir là dans le grand document là, de DMS psychiatrique. D'accord? Ça, on parle de maladie mentale. Ces personnes-là ont besoin d'un traitement psychiatrique, d'aller voir un psychiatre qui vont leur donner des médicaments pour rétablir le débalancement qu'ils ont au niveau de leur neurotransmission chimique. Et ça, moi, je ne suis pas psychiatre, mais là, il y a toute une panoplie de maladies, de maladies mentales psychiatriques. Ça, c'est une chose. D'accord? Quand on parle maintenant au niveau de la pandémie, on entend à la radio, tout le monde en parle de santé mentale, santé mentale. De quoi on parle? Je vais vous citer la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit que la santé, ce n'est pas juste le fait ce n'est pas juste le fait de ne pas être malade. Il faut avoir un contrôle sur sa santé physique, psychologique, émotionnelle, sociale et là, spirituelle. Et là, on est vraiment dans une globalité. Et c'est de ça qu'on parle, et c'est là que moi, j'interviens quand je parle de santé mentale. Et cette santé mentale-là, nous avons le pouvoir de faire des changements, d'accord? Mais la maladie psychiatrique, ça, c'est autre chose. On va laisser ça aux psychiatres, on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est la première nuance que je voudrais apporter parce que je sens vraiment qu'au niveau de la population en général, ces deux éléments-là sont mélangés et on met tout dans le même paquet. Donc, c'est deux paquets différents. D'accord? La deuxième chose, quand on parle de yoga, quand on parle de santé et de bien-être, et c'est là qu'on revient à la base, à la connaissance de soi, il faut savoir qu'il y a des disparités personnelles. Ceux qui, comme je disais tantôt, il n'y a pas de prescription universelle. Une personne, c'est le yoga qui va le détendre, une autre, c'est de faire de la peinture, une autre, c'est autre chose. Et c'est pour cela qu'on revient toujours à la connaissance de soi et qu'on va parler de l'attitude. C'est quoi l'attitude? C'est un état d'esprit, c'est une posture. Donc, quand on se met dans cet état d'esprit-là et que je dis que la santé, pour moi, c'est une valeur, et que le bien-être, c'est une valeur. Donc là, je vais prendre les actions nécessaires pour assurer mon bien-être physique, psychologique, social, mes relations. Et c'est là, quand on parle de l'attitude, que je vais arriver avec 3 éléments où on va parler de la connaissance de soi d'abord, mais une autre chose qui nous protège au niveau de notre santé psychologique, et c'est là qu'on peut parler de santé mentale, c'est notre résilience. Notre capacité à faire face à l'adversité, notre capacité à accueillir la réalité. C'est de savoir que moi, je ne peux pas arrêter la pluie. Je dois apprendre à danser sous la pluie. Les éléments extérieurs, là, il y a la COVID-19, il y a un tremblement de terre. Tout ce qui se passe dans mon environnement externe et que je n'ai pas de contrôle, tant que je vais me battre avec des éléments sur lesquels je n'ai pas de contrôle, je suis dans la résistance, bien là, je ne suis pas en équilibre. Donc, c'est cette nuance-là qu'il faut faire. Et quand je dis qu'il n'y a pas de prescription universelle, c'est sûr que le yoga ne répond pas aux besoins de tout le monde. Peut-être qu'une autre, ça va être de danser, de s'énergiser, mais c'est à chacun de savoir ce qui lui fait du bien. Et c'est là que j'arrive avec le 3e élément où on va nous dire de développer notre capacité à construire des activités épanouissantes. Il faut se réserver cet espace-là pour faire les choses qui nous plaisent. Pas ce qui plaît à Pierre ou à Paul, ou parce que c'est la mode que tout le monde fait du yoga. Si je n'aime pas faire du yoga, je n'aurai pas de détente, je n'aurai pas de bienfait, il n'y aura pas de bien-être pour moi. Donc, la prescription n'est pas universelle, c'est à chacun
là où on est, d'évaluer dans notre environnement, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Une va aimer faire une randonnée dans les campagnes, une autre, si moi je suis dans un pays où j'ai les montagnes rocheuses, je vais aller faire une bonne marche. Si je suis au bord de la mer, que j'aime ça, je vais aller sur la plage. Si je suis ici au Canada, moi j'adore ça faire du ski, je vais grimper les pentes de ski. Donc, toute activité qui nous plaise. Il ne faut jamais perdre la notion de plaisir. Mais là encore, plaisir pour qui? Ce qui me plaît ne plaît pas à quelqu'un d'autre. Donc, je ne sais pas si ça vous satisfait comme réponse. C'est comme ça qu'il faut le voir et de toujours se situer par rapport à son environnement. Et ce qui va aussi garantir notre santé et notre bien-être, c'est quand on est en cohérence, toujours la tête, le cœur et l'esprit, c'est de savoir ce que je dis est en accord avec ce que je pense et ce que je fais. Parce que si moi, je suis dans le paraître et que je ne suis pas dans mon être, dans mon essence, et que je vais agir pour la parade, pour la façade, je ne suis pas bien à l'intérieur de moi-même. Donc, ce bien-être-là, on va le trouver dans la mesure où nous sommes en connexion avec notre âme, avec nous-mêmes. Et là, c'est de savoir qu'est-ce qui me plaît moi. Les actions que je pose, est-ce qu'elles sont en cohérence? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Parce que ce qui arrive, ce qu'on remarque aussi, qu'on va voir, si je ne suis pas en cohérence et j'agis contre mon essence pour plaire, ben je ne suis pas bien à l'intérieur de moi. Donc, c'est à nous de trouver cet alignement-là. OK, parfait. Merci beaucoup, c'est parfait. J'ai vraiment adoré la réponse, surtout l'éclaircissement entre maladie mentale et santé et bien-être. Alors, maintenant, ma question sera pour monsieur, monsieur Daret Lao, qui a, sans savoir, naturellement apporté le mot yoga et le mot découverte de soi et bricolage. J'aimerais savoir, en tout cas, basé sur ce que Madame Michel Vincent vient de dire, si le bricolage et le yoga vous ont permis, avec le confinement, de vous retrouver, même si vous en avez déjà parlé, pouvez-vous nous préciser, c'est sûr, surtout du côté du bien-être, est-ce que ça vous a permis de reconnecter avec vous-même, de découvrir un autre Daret que vous n'avez jamais connu auparavant, de vous arrêter, de connecter avec la famille, ou de mieux connaître, de maîtriser votre environnement et de mettre de côté, si je me trompe, le paraître et le fait de vouloir faire plaisir aux autres. Alors, dites-nous, monsieur Daret, un peu. Alors, c'est vrai qu'en fait, je rejoins totalement Michel. En fait, avant tout, c'est une connaissance de soi. En fait, je suis quelqu'un qui est déjà, je dirais, j'utiliserais le mot disponible et disposé. Je suis quelqu'un qui est déjà prédisposé, en fait, à bien connaître soi-même. Bon, c'est aussi sûrement quelque part ma culture orientale qui fait ça. Donc, avant, en fait, je suis quelqu'un qui est très pragmatique et qui n'aime pas tout ce qui est dogmatique, mais qui, en fait, mais qui ne se bloque pas non plus. J'avais une tante qui faisait du shiatsu. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le shiatsu, c'est la digiponture japonaise. Évidemment, en fait, je suis quelqu'un plutôt cartésien, hein, j'ai une culture plutôt française et donc de ce côté-là, je dis bon, ça fait du bien, mais sans plus. Et un jour, quand même, justement, elle a fait sur moi, et là, j'ai découvert d'un coup le bien-être. C'est-à-dire que j'avais des stress et je voyais bien quand même, quand elle me touchait, il y avait des points. Donc, j'ai dit, là, c'est une réalité, c'est pas juste de l'esprit et tout ça. Et je commençais à faire sur les autres personnes. Et effectivement, depuis, évidemment, quand je rencontre des amis ou la famille, je passe le 3/4 de mon temps à faire des sept choses sur les uns et les autres. Donc, ça, je suis déjà prédisposé. C'est vrai que, donc, comme on dit, en fait, ça dépend de chacun. En faisant du shiatsu, je me rends compte que certains, quand vous touchez la tête, ça fait du bien. D'autres, au niveau des épaules. Donc, on est vraiment très, très différents. Donc, pour le yoga, en fait, j'ai lu donc,
je dirais la phrase que je reprends un petit peu de Dominique, qui parlait de Sonia Lupien en disant que pour l'amour de stress, que le yoga pourrait être stressant pour certains. Moi, en fait, avant le confinement, comme je suis toujours dans l'action, quand je passais du temps vraiment à gauche, à droite, je donne beaucoup de temps aux gens, j'aide beaucoup les gens de façon bénévole et autres. Et donc, pour moi-même, je dis, bon, ça, non, c'est pas pour moi, parce que déjà, avant de me stresser pour faire du yoga, il me faut sûrement 1 heure. Donc, c'est pas possible, je ne fais jamais. Donc, quelque part, malgré tout, on peut pas, le confinement, ce sont quand même les éléments extérieurs à notre écosystème qui nous obligent. Avant, j'étais dans le stress parce qu'on m'obligeait et donc à passer tout mon temps à consacrer au travail. Et puis le confinement fait que, faute pour tout le monde, on n'avait pas d'autre choix que de rester là. Et là, en fait, ma personnalité revient. C'est-à-dire que j'étais déjà prédisposé. Et donc, je dis, tiens, là, je vais faire le yoga et je vais voir. Et effectivement, j'avais et quand je voyais, moi, je faisais la plongée. Donc, je voyais des apnéistes qui arrivent à gonfler les torses. Donc, en fait, on fait la respiration abdominale quand on fait la plongée. Mais je n'ai jamais réussi à faire. Et eux, je le voyais, ils faisaient toujours le yoga avant de le faire. Je dis, mais s'ils arrivent, pourquoi pas, je vais essayer. Et effectivement, je me rends compte quand même que ça impacte mon corps totalement. Donc, non seulement je commence à tenir droit, alors je croyais évidemment que tout le monde, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, on se dit, c'est normal, c'est naturel. Tant qu'il n'y a pas d'autre chose ou d'autres personnes qui viennent témoigner, il faut dire le contraire. Moi, mal au dos, mal au cou, c'est l'âge pour moi. Donc, c'est une fatalité et je l'ai acceptée. Et je l'ai accepté tel quel. Et c'est pour ça, quand j'entends Michel parler de beaucoup de choses, je dis, oui, c'est vrai que il ne faut pas accepter, il faut vraiment, il faut dire que non, c'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal, on arrive à changer. Voilà, donc pour répondre à votre question, Sylvie, c'est que donc, le yoga, pour moi, j'ai déjà une prédisposition, malgré tout. Mais même avec la prédisposition, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment se forcer. Et là, je ne sais pas comment dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le confinement, est-ce que je l'aurais fait, le yoga? Peut-être, mais beaucoup plus tard, quand je serai à la retraite et que je n'aurai plus rien à faire. Mais c'est grave de le dire comme ça, comme ça. Non, Donc, mais je m'excuse si je vous coupe, c'est pas si grave parce que toute chose a deux côtés, ok? Le côté positif et le côté négatif. Donc, bizarrement, nous autres qui sommes restés et qui nous protégeons, faisons en tout cas. Bref, on va laisser ça en guillemets. L'important, c'est de savoir que toute chose a un bon côté et un mauvais côté. Donc, il faut savoir, c'est très bien, ça permet à d'autres personnes de se connaître et d'autres de découvrir et de fixer. Donc, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Darret. Bertrand, tu peux prendre la parole. Je m'excuse. Merci, Sylvie. On ne s'est pas trompé sur le choix de nos invités. Quel contenu extraordinaire, n'est-ce pas? Bravo et merci une fois de plus, Michel et Darret. Ça fait plaisir. Michel, tu as mentionné là, clairement le mot résilience. Nous savons que c'est la clé, mais je voudrais te demander, Michel, et Darret pourrait contribuer également, comment construit-on sa résilience? Parce que voilà, 1 an à peu près, pour ce qui est de l'Amérique du Nord en tout cas, 1 an que nous sommes confinés, bientôt 1 an, en mars ça fera 1 an pour le Canada. Et jusque-là, on voit difficilement le bout du tunnel. Hein. Oui, on parle de vaccins, mais il y a des doutes sur l'efficacité. Il y a très peu de personnes qui ont reçu ces vaccins-là jusqu'ici, etc., etc. Il reste quand même beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent sur les vaccins. Donc, nous ne voyons pas encore, là, de mon point de vue en tout cas, nous ne voyons pas encore le bout du tunnel de toute cette pandémie. C'est long, les gens, beaucoup sont fatigués, on fait des efforts, on les remet en confinement, etc., etc. Comment construit-on sa résilience? Voilà.
Je vais faire ça court. Ça se résume au mot adaptation. Il faut s'adapter. D'accord? C'est Darwin qui nous dit, les êtres qui vont survivre, ce ne sont pas les plus intelligents, mais ceux qui ont la capacité de s'adapter. Et je ramène ça en disant toujours, on doit apprendre à danser sous la pluie parce qu'on ne peut pas arrêter la pluie. On va apprendre à danser sous la pluie en reprenant le contrôle sur les éléments que nous pouvons contrôler. Et nous, par rapport à la pandémie, c'est quoi notre responsabilité? C'est de respecter les consignes. On se lave les mains, on porte notre masque, on se protège. Ça, c'est dans notre pouvoir. Ça ne me donne rien de rester sur Internet et d'aller prendre toutes les nouvelles négatives qui viennent embourber mon esprit et qui me nuisent et qui vont diminuer mon énergie. Donc, je dois être vigilante pour augmenter mon niveau d'énergie. Et ça, on se ramène encore à la base de la santé, bien-être physique, psychologique, mentale. Qu'est-ce que je peux faire au niveau physique? C'est de voir mes habitudes de vie, bien me nourrir, aller marcher, marcher. D'ailleurs, on est déjà assis trop longtemps là. Chaque 30 minutes, on devrait, voyez-vous mon petit papier là? Oui. C'est 20 minutes assis, 8 minutes debout, 2 minutes, je fais le tour, je vais aller chercher un verre d'eau. Ça, c'est mon petit rappel. Dans un quart d'heure, nous aurons terminé, Michel. Non, ça, je vous donne, c'est la prescription pour tout le monde, d'accord? Oh, okay. 20 minutes assises, parce qu'on est dans les zooms à n'en plus finir, là. 20 minutes assises, 8 minutes debout, et 2 minutes, on fait le tour. On va aller chercher. La bonne chose, là, c'est de ne pas garder votre verre d'eau à côté de vous, là, pour aller plus loin. Ça, pour bâtir ma résilience. Moi, souvent, tout le temps, les gens me disent, mais Michel, tu es toujours en feu, là, tu as de l'énergie, là, tu n'es jamais fatigué. On me demande quoi faire, là, je commence à réaliser. Il faut garder notre attitude mentale positive parce qu'il faut savoir ce qui augmente notre énergie. Les relations, quand on est autour des gens là, qui sont juste en train de se plaindre et d'aller chercher toutes les nouvelles négatives qu'il y a, ben, à un moment donné, là, on est vidé, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ne regardez pas la télévision toute la journée là, pour décompter le nombre de morts qu'il y a dans chaque région du pays. Non, on écoute les nouvelles, on s'informe parce qu'on a notre responsabilité de nous informer. Mais après ça, par rapport à la COVID, respectons les consignes. Ça, c'est une façon de nous protéger. Ensuite, s'adapter. Je dis aux gens, nous devons avoir la flexibilité du palmier et la fluidité de l'eau. Parce que qu'est-ce qui arrive? Vous connaissez quand on nous dit le roseau, je plie et je ne romps pas. Si vous habitez dans les tropiques, quand il y a des ouragans, qu'est-ce qu'ils font les palmiers? Ils se penchent. Ils laissent passer la tempête et quand la tempête finit, ils reviennent. Alors, c'est cette attitude-là que nous devons avoir parce que plus nous sommes dans la résistance, plus nous augmentons notre stress, plus nous diminuons notre énergie et nous nous battons sur des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, quelle que soit la difficulté, je vous recommande un film là, qui s'appelle La mandoline du capitaine Corelli. C'est un film qui est quand même assez dur en temps de guerre. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a une leçon dans ce film-là. Même si on est en temps de guerre, il voulait jouer la mandoline pareil. Et je dis, plus c'est difficile à l'extérieur, plus nous devons nous trouver des petites douceurs pour nous permettre de pouvoir aller plus loin. Il faut s'occuper de notre âme. Il faut prendre le temps. Et quand on est dans une situation qui est vraiment difficile, plus on se bat, on n'est pas dans la solution. Quand on est dans un lâcher-prise et dans l'accueil, on accepte. On va faire nos devoirs de base, là, aller marcher pour avoir de la clarté, avoir notre niveau d'énergie, on se nourrit bien, on dort bien. Après, je vais faire face à la situation. Vous allez voir, là, ça va aller mieux. Alors, moi, je veux 2 minutes pour parler de ça. Je vais vous offrir un petit poème qui va durer 2 secondes parce que j'aime ça faire des petits poèmes de temps en temps et ça va tout résumer. Le temps. Le temps, le même pour tous. 1 seconde, 1 minute, mon cœur palpite. 1 minute, 1 heure, un vrai bonheur. 1 heure, un jour, un détour devient toujours.
serrons-nous l'un l'autre, de jour en jour, des petits plaisirs au royaume des toujours. Un jour, une heure, une minute, une seconde, un instant, tout peut s'arrêter. Tout peut basculer. Tout peut changer. Tremblement de terre, tremblement de cœur, tout passe. Après la nuit, le jour. Après la pluie, le beau temps. Après l'hiver, le printemps. Accueillons l'instant, ici et maintenant. Faisons de chaque moment un éternel printemps. De mon cœur à votre cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Ça, merci Michel. Merci, Michel. Merci, Là, tu viens Michel. de Là, toucher vraiment, une là, fibre, oui, ouais. Bertrand, tu viens de on toucher a une vraiment, fibre oui. qui On m'est a très pas, sensible, là, Michel, la oui, poésie. non seulement sensible, mais vraiment, on a deux belles personnalités sur le plateau. J'ai toujours fait des entrevues, mais je peux vous dire que celle-ci, j'ai vraiment des gousses, comme on le dit, des bombes, je ne sais pas comment le dire en bon français. Chair de poule. La chair de poule, La chair de voilà. poule, c'est La vrai. chair Parce de que la COVID va finir un jour. La COVID va finir. Alors, accueillons le moment. Vraiment. Définitivement. Et en tout cas, on va garder contact, Michel, parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui ne peuvent pas se dire, qui n'ont pas rapport avec ce qui se passe ici. Mais c'est vraiment intéressant et ce poème vient de résumer pratiquement ma question. Gestion de temps, gestion de stress. Et vous l'avez, c'est comme si on était en communion, mais sans mentir, vous avez résumé ma question juste avec votre poème. Donc, je laisse M. Darrett continuer rapidement sur la question de la résilience, comme M. Bertrand l'a posé tantôt. Après la belle poésie de Michel, je pense qu'elle a tout résumé et je n'ai pas d'autres mots à dire. Il n'y a rien. On va rester sur cette poésie que je trouve très belle. Et je pense que c'est vrai. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole, par exemple, à nos invités, s'ils ont des questions à poser, j'aimerais quand même poser la question à M. Darrett. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Si vous pouvez nous toucher un petit mot avec cette question d'adversité, juste une minute ou deux, une minute maximum, ce serait vraiment un plaisir. Sur quoi, excuse-moi, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, donc vous pouvez nous toucher, vous en avez déjà parlé pas mal, mais peut-être nous toucher encore un peu plus. Un mot sur la résilience. Pour la résilience, c'est quelque chose, je dirais, j'ai un vécu, on n'a pas trop le temps de l'exposer aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai quitté le Cambodge après la guerre, la fin de la guerre du Vietnam, arrivé en France à l'âge de 15 ans. J'ai juste un clin d'œil à Michel. Entre-temps, donc, en France, on avait le service militaire. Je faisais mon service militaire dans le casque bleu au Liban. Ah. Après, j'ai eu l'occasion de voyager en Israël. J'ai appris dans un bus avec des jeunes Égyptiens à compter en arabe. J'étais au Bénin. J'étais en Afrique latine. Aujourd'hui, je travaille avec une start-up qui est créée par une Haïtienne. Et je pense que la résilience, c'est d'abord aller vers les autres. C'est par là qu'on va apprendre. C'est un petit peu, pour reprendre l'image de Michel, c'est beaucoup de gens, en fait, n'ont pas connu la pluie. Surtout les gens qui ont vécu en Europe ou en Amérique du Nord. Je dis, après la Seconde Guerre mondiale, et c'était vraiment… Il y a des gens qui ont connu ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses, hein, qui sont nés après la guerre, qui n'ont jamais rien vu. Moi, j'ai autour de moi des familles, justement, où je dis, mais vous n'avez jamais connu la guerre, vous n'avez jamais connu ce que c'est ailleurs. Donc, allez sous la pluie.
Si vous n'avez jamais connu la pluie, vous ne pouvez pas être résilient. Donc, pour ceux qui, j'ai un message à dire, c'est facile quand on a la pluie, la tempête, l'ouragan qui justement jette tout. Hein, ça, c'est facile. Là, on parle de résilience. Mais la résilience, justement, comme je te dis aujourd'hui, on est tous assis, mais pourquoi on parle de la santé mentale? Si, il y en a besoin, il faut en parler. Et c'est pas parce que on n'a pas besoin d'être toujours dans des contextes de guerre ou autre. Même là, autour de nous, il y a des difficultés. Et il faut justement le prendre sur soi et être capable, justement, d'être résilient par rapport à ça. C'est pas toujours aller très loin pour retrouver la résilience. Donc, dansons-nous tous sous la pluie. Merci. Ça fera du bien. Merci pour ce mot, Monsieur Darret. Vraiment, merci, c'est très apprécié. Et maintenant, je laisse la parole à nos participants, à notre audience. S'il y en a qui ont des questions à poser, ils peuvent le poser directement en live ou le mettre dans le chat. Je donne quelques minutes pour voir qui aimerait plutôt poser la question. Dominique? Ah, Oui. Dominique, vas-y. Oui, alors je dirais que la question va à Darret et à Michel. C'est-à-dire que Darret a amené l'introduction on parlait du yoga ou quelle que soit l'activité qu'il n'avait pas le temps de faire avant la COVID et qu'il a découvert et apprécié parce qu'il a pu y mettre du temps. Et Michel aussi abordait le fait on parlait, au début, dans son introduction, même si on prend l'exemple de la cigarette, mais ça peut être autre chose. Comment justement d'arriver quelle serait votre stratégie pour aider les gens à faire le premier pas qui fait un deuxième puis un troisième, d'installer suffisamment de longtemps l'habitude pour en découvrir les bienfaits? Parce que si on va avec la cigarette, on sait les effets nocifs, donc ce n'est pas avec la tête qu'on prend la décision de changer. Alors, quelles seraient les façons d'aider les gens à faire un petit pas qui devient un grand pas? Merci pour la question, Dominique. C'est une très bonne question. Je développe le programme. C'est que ce qu'il faut comprendre, les habitudes de vie, ce n'est pas simple. Hein? Quand on dit aux gens changer les habitudes, ça ne se fait pas avec un claquement de doigts. D'accord? Ce que je suis en train de développer, la personne doit d'abord définir une vision santé. C'est de savoir c'est quoi pour moi être en santé et comment je me vois dans 10 ans. La démarche commence ici. Tout se passe ici d'abord. Et c'est une fois la prise de conscience est faite, et là qu'on va commencer à acquérir les connaissances, développer les compétences, changer le comportement pour arriver à changer l'habitude. Donc, quand on est dans une démarche d'accompagnement pour amener les gens à changer leur comportement, moi, je dis dans ce que je fais, je ne motive pas personne. La personne doit trouver lui-même sa propre motivation intrinsèque. Et c'est à ce niveau-là que je travaille d'abord. Donc, une fois que la personne aura fait cette démarche de se donner une vision santé et de se trouver une bonne raison pour être en santé. Moi, je vous fais miroiter la trajectoire de la maladie ou la trajectoire vers une destination santé. C'est quoi le choix que vous avez à faire? Donc, une fois que vous avez cette vision-là et que vous savez pourquoi vous voulez le faire, si vous voulez à 90 ans être capable de danser la salsa, bien, vous avez besoin de commencer à, premièrement, éviter la sédentarité, de savoir qu'à chaque 20 minutes, vous vous mettez debout, que je vais faire ma marche quotidienne parce que je veux garder ma mobilité, mon énergie et ma vitalité. Donc, si je veux danser la salsa à 90 ans, bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous comprenez, Vertulie? Oh oui, très bien. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Et aussi, quand on commence dans une démarche vers la destination santé, il faut aussi être dans la bienveillance, de savoir que ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Et comme accompagnatrice, il ne faut jamais culpabiliser les gens. C'est de savoir chaque petit changement qu'on fait compte. Et on va dans la bienveillance, dans le respect de soi et dans la progression. Exemple, si je prenais mon café et que je mettais 3 sucres dans mon café, juste le fait d'enlever les 2 sucres dans mon café, ben je vais me féliciter parce que je viens de gravir une petite marche. Donc, dans cette relation-là et de savoir, on va miser sur du long terme. Ces petites actions
une étape à la fois, dans la bienveillance, dans la progression, dans la répétition, et comme ça qu'on va arriver. Parce que si on a encrassé nos artères coronaires en mangeant 3 Big Mac tous les matins, 4 œufs le midi, et que ça m'avait pris 20 ans pour gagner mes 50 livres, je ne peux pas espérer avec une petite pilule miracle qu'en une semaine, que je vais perdre les 20 livres. C'est le principe du jardinier. On va revenir avec le jardin. C'est le principe du jardinier. Ce qu'on a semé, c'est ce qu'on va récolter. Et quand on sème, ben, il faut attendre que ça pousse. Donc, c'est dans cette logique globale-là de bienveillance, de progression qu'on doit d'abord respecter notre corps et de savoir comment qu'on va introduire les changements une étape à la fois. Vous me suivez? Oui. Donc, on peut pas, il n'y a pas de produit miracle, là, puis il n'y a pas de recette miracle. Ça commence avec la prise de conscience d'abord, se donner une vision, trouver notre motivation intrinsèque. On a toute une raison qui va faire qu'on va le vouloir. Donc, moi, si je ne veux pas être dans un CHSLD, couché dans un lit d'hôpital, si je fais un accident, ça c'est autre chose. Mais tout ce qui est en mon pouvoir pour garder ma mobilité, je vais le faire. Et c'est là qu'on arrive avec l'éducation. Vous comprenez? Parce que si la personne ne sait pas pourquoi qu'on le fait et si je ne sais pas quoi faire, je peux bien vouloir faire, mais si je ne sais pas quoi faire, je ne vais pas avancer. Donc, c'est là que dans une démarche, moi, dans mon programme que je développe, Femmes, Santé et Bien-être, un programme de 12 sur 3 mois, que je vais faire cet accompagnement-là dans le respect, dans la bienveillance, dans la progression. Donner les connaissances, donc savoir que oui, je dois, je n'ai pas parlé de ça, là, mon tour de taille. Le tour de taille. Je peux bien vouloir avoir une bonne tour de taille, mais si je ne connais pas la valeur normale, je ne le sais pas. Ma pression artérielle, si je ne sais pas combien je dois avoir, je ne sais pas. Donc, il faut acquérir les connaissances pour pouvoir amener les changements de comportement. Et là encore, voyez-vous, dans cette démarche-là, que je dis aux gens, vous allez devenir un observateur, d'observer votre environnement, parce qu'il y a des environnements qui sont favorables à des bonnes habitudes de vie et il y a des environnements qui sont défavorables. Et quand on parle, bon, dans nos pays, en Amérique du Nord, on a des moyens que nous n'avons pas en Afrique. Il y a des moyens que nous n'avons pas en Haïti. J'ai oublié de dire que je suis haïtienne. Mon Dieu, quelle erreur. Vous comprenez? Donc, il faut toujours, on va regarder notre environnement et on doit être en cohérence, là, s'adapter avec notre environnement et faire. Observer, quand je dis observer, on observe quoi? On va observer notre environnement, on va observer son corps, nos émotions, pourquoi qu'on fait, et on va décortiquer chaque habitude. Et on ne peut pas changer toutes les habitudes en un claquement de doigts non plus. Une étape à la fois, une habitude à la fois, et on progresse. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Ouais. Oui, un moment. Oui. Dareth, est-ce que tu as un mot à dire? Parce que la question était autant adressée à toi qu'à Michel. Allô? Oui, excuse-moi, j'avais une petite coupure. Donc, OK, c'est OK. j'ai loupé une petite partie de peut-être la question. Oh non, la question, c'est la même question que Mme Dominique Dufour a posée. Elle l'a posée autant à Michel qu'à toi. D'accord. Oui. Pour répondre en fait à Dominique, je crois que c'est ce que dit un petit peu Michel, mais moi, ce que je peux compléter, c'est que c'est mon expérience personnelle. En fait, comme je dis, faire du yoga, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire du yoga? Mais en fait, c'est vrai que, comme dit Michel, c'est parce que je regarde autour de moi. Alors, autour de moi, évidemment, c'est mon environnement. En fait, c'était mon épouse. Comme elle fait du yoga à côté, et puis je voyais bien que dans le temps, elle avait également des problèmes de dos, tout ça. Et puis du jour au lendemain, comme elle est à la retraite aujourd'hui, elle a pris le temps de faire du yoga. Et puis je voyais le changement. C'est le regard que je porte sur l'autre, sur mon entourage, qui a déclenché à un moment donné ce réflexe en disant « je vais essayer ». Et c'est vrai que, en le disant depuis un moment, ce qui a fait l'occasion, c'était donc le confinement. Pendant le confinement, je dis « allez, hop, j'ai un peu de temps. Les 2 heures que j'ai passées dans la voiture, je ne l'ai plus. Ben, je prends une demi-heure.
J'ai commencé par des choses simples. En fait, elle m'a juste montré des choses simples. Je crois qu'il ne faut pas y aller en disant je veux faire du yoga. Moi, en fait, j'avais mal au coude. On me dit fais des mouvements comme ci, comme ça. Je l'ai fait et je dis ah, oui, ça fait du bien. Et je dis bon, ben, je recommence le lendemain. Et petit à petit, en fait, d'autres choses également dans mon entourage qui m'a poussé à le faire, c'est que j'ai soutenu une start-up qui faisait de l'habillement pour le yoga. Donc, j'étais un peu, je vois, pour comprendre un petit peu le marché, ben, je regardais Instagram, j'ai plein de choses comme ça, et à force de regarder, et surtout, l'avantage aujourd'hui avec les réseaux, et justement le confinement aussi, maintenant, ça a changé les comportements. Quand je regarde, évidemment, souvent on montre des mouvements impossibles, je dis, bon, c'est même pas la peine. Hein. Mais il y a aussi d'autres qui montrent justement ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils ont su faire après. Et c'est vrai que là, depuis seulement 2-3 mois, j'arrive à faire des mouvements, juste comment me pencher comme ça pour toucher les orteils. C'était même pas la peine, hein, j'arrivais même pas à me plier. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et petit à petit, en fait, quand vous avez, par étape, quand vous avez réussi un petit mouvement, donc, au départ, pour répondre à votre question, c'est quand même l'extérieur, c'est quand même mon écosystème. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est ma disposition à un moment donné, le fait que je me sens bien, etc., le fait que je balade, je prends le temps. Donc, c'est tout un environnement. Et cet environnement, Michel l'a bien décrit. C'est qu'il faut vraiment qu'on se... notre écosystème, la pluie, on ne peut pas le changer. Hein? On ne peut pas non plus avoir toujours la parapluie et sortir tout de suite. Mais donc, à un moment donné, on va s'adapter. Donc, la résilience, c'est ça, s'adapter. Et je pense que le plus difficile dans notre société aujourd'hui, c'est le temps. C'est complètement faux de dire que je n'ai pas le temps. J'ai tant de temps. Quelqu'un qui me dit que je n'ai pas le temps de discuter avec moi, là, ce n'est pas possible pour moi. Je passe du matin au soir, et en plus avec des décalages horaires. Hein, là, il est 21 h en France. Mais moi, je discute en Chine, c'est 6 h du matin, minuit. Ce n'est pas grave. Voilà, donc, personnellement, c'est vraiment par le regard qu'on va porter, qu'on décide de porter différemment vers son entourage qui permet justement de ce déclic et ce changement. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Dominique, vos attentes. Merci, merci Dareth, merci Michel pour vos réponses. Là, dans le clavardage, je vois qu'il y a une question, celle de Sidiki Inungu. Elle écrit « Bonsoir, merci pour votre présentation. Comment faire pour du lâcher-prise » Qui voudrait commencer à répondre à cette question? Comment lâcher prise? Là, encore par expérience, pour répondre à Sidiki, le lâcher-prise, c'est encore une fois, on peut le faire par soi-même. Je pense qu'on est quand même très dépendant de notre environnement. Donc, je dirais, lâcher-prise, c'est savoir justement à un moment donné, profiter d'une occasion qui n'est imprévue. Pour reparler encore du confinement, c'est le cas. Le confinement, là, c'est pour tout le monde. Là, cette occasion est vraiment offerte à tout le monde. Il suffit de la saisir. Après, évidemment, tout le monde ne le fait pas. Donc, comment faire du lâcher-prise? C'est ça. C'est profiter d'un instant en disant, voilà, c'est le moment, il y a du temps, j'en profite. Et là, nous avons tous, à un moment donné, du temps. Ça, c'est une réalité. Voilà. C'est pas si... on peut échanger, Sidiki, si vous avez une autre façon de voir, je ne sais pas si je réponds. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, le lâcher-prise, ce serait vraiment, c'est un peu la même chose que j'ai dit depuis le début, c'est dans l'accueil et l'acceptation. C'est d'accueillir ce qui nous arrive, bon ou mauvais, et de changer ce qu'on peut changer. Puis, une fois que ce qui est là, ça ne nous convient pas, ça ne correspond pas à notre valeur, donc là, après, on va décider quelle orientation qu'on prend. Parce que quand on est dans l'action, là, on va pouvoir aller vers autre chose. Mais à un moment donné, il faut savoir, là, j'ai atteint mes limites, je ne peux plus rien, mais il faut que j'accepte.
faut l'accueillir et il faut l'accepter. Et une fois qu'on a accepté, ben là, on prend une autre orientation pour dire quelles sont les solutions que je vais trouver pour moi. Mais si on est toujours dans la résistance, là, on est tout le temps en train de frapper un mur, ben là, on n'est pas dans le lâcher-prise. Donc, c'est d'abord dans l'accueil. Super. Vraiment, merci beaucoup, Michel. Et puis Darrett, on a été vraiment sublimés, si j'utilise bien le mot, par votre présence, vos réponses et vos stratégies. Et on est pratiquement à la fin. Et avant de vous laisser partir, il y aura à peu près une ou deux, pas une question en fait. Je vais vous lire, je vais dire une citation ici rapidement et vous allez me donner votre point de vue rapidement en une phrase. Pardon, en une phrase et aussi donner le mot de la fin. Puis après, Bertrand pourra clore avant de vous laisser partir. Mais vraiment, merci à notre audience. Merci à Elisabeth, à Vertuli, à Dominique, à Siliki, et puis à Massi, et puis aux autres qui sont partis déjà parce qu'ils vont et ils viennent. Alors voilà la citation. Cette citation vient du docteur Gro Harlem Brundtland, directeur général de l'OMS. Je ne sais pas s'il est encore, mais ça a été écrit en 2019. La maladie mentale, je sais bien que tu as fait la différence, bien sûr, et les troubles cérébraux ne sont pas un échec personnel. En fait, l'échec, s'il y en a un, se trouve dans notre manière de répondre aux personnes qui en sont atteintes. Pourquoi est-ce que je vous lis cela? C'est parce que je me dis que l'individualisme et la société et la culture jouent aussi un rôle prédominant dans cette question de bien-être et de santé mentale. Donc, basé sur cela, c'est quoi votre point de vue? Rapidement, une phrase, et puis après cela, fermez votre dernier mot. Michel ou Bertrand, Michel ou Darrett, je ne sais pas qui voudrait commencer. Vas-y, Darda. Oui, Darrett, vas-y. Comme ça, je laisse le dernier mot à Michel. Moi, ce que je voulais dire pour cette soirée ou cet après-midi pour vous, c'est que je voudrais d'abord commencer à remercier d'abord Bertrand qui m'a convié, et Michel, et Sylvie, pardon, et Michel. C'est la première fois en fait que je participe à un échange aussi intéressant. Moi, je suis plus dans l'entrepreneuriat et dans l'économie. Et c'est vrai que c'est une occasion extraordinaire de pouvoir s'exprimer justement sur ce qui fait de nous, les entrepreneurs, des gens dynamiques et motivés. C'est vraiment la santé mentale, la recherche de soi. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va donc continuer. Je vais continuer maintenant à partir de ce soir à s'intéresser encore beaucoup plus donc à cette santé mentale et à suivre Michel également dans ce qu'elle a pu entreprendre depuis tout ce temps donc pour le bien-être un petit peu de tout le monde. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur Darrett, merci. Madame Michel Vincent Félix, c'est à vous. Ce que je voudrais dire par rapport à la santé mentale et au bien-être, c'est de voir les différences culturelles qu'il peut y avoir dans différentes communautés, d'accord? Différents pays, différentes approches, différents soutiens. Moi, ce que je dirais premièrement à la personne qui aurait un problème, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Alors, quand on est en souffrance, là, je ne parle même pas de la maladie mentale, de détresse psychologique que les gens peuvent avoir actuellement avec la COVID. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des cas de suicide. On a vu récemment à Montréal un jeune médecin qui s'est suicidé parce que la charge mentale était trop lourde pour elle. Une jeune mère de famille, un médecin, et elle est très jeune parce que l'enfant, son fils avait peut-être 8-10 ans. Alors, le message que j'aurais pour quelqu'un qui serait en détresse psychologique, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il n'y a pas de honte et de stigmatisation à avoir. De s'entourer
Trouver un ami, quelqu'un à qui parler, de ne pas garder ça seul. Et au niveau des maladies mentales en tant que telles, c'est de faire preuve de solidarité dans nos communautés pour être à l'écoute des détresses des gens. Moi, ce que je dis, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Et la COVID-19, d'une façon ou d'une autre, finit par toucher quelqu'un. Donc, quand on a des amis, qu'on a des gens qu'on sait qui sont seuls, il y a des petits gestes minimes qu'on peut poser et qui peuvent faire toute la différence. Appelez une amie. Vous appelez la personne, vous lui demandez comment ça va, vous lui parlez. Et quand vous appelez cette personne-là, donnez-lui cette ouverture de lui dire que je suis disponible. Si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi. Maintenant, on a nos familles, surtout les immigrants, là, on est éparpillés, on est un peu partout. Nous avons nos familles qui sont éloignées. Maintenant, on a découvert les outils que la technologie nous donne. On fait des Zooms pour le travail, pour la business. Pourquoi ne pas utiliser cette technologie-là pour rejoindre nos familles éloignées? Moi, je trouve que dans ce temps-là, c'est une ressource. Ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est d'envoyer des petites cartes. Une petite carte, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la technologie, qui a le Zoom, qui s'est allé. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas là-dessus. 4 petites cartes pour $2, un petit timbre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis on envoie ça à la personne, ce n'est pas son anniversaire, c'est sans raison, juste pour lui dire « je pense à toi ». Alors, je pense qu'au niveau, ce qu'on peut faire de façon individuelle, parce que moi, j'aime toujours ramener ce que moi, je peux faire face à un problème. Des fois, on attend du gouvernement, on attend des autres, mais dans chaque situation, c'est de dire, moi, quel petit geste que je peux poser pour faire une différence. Et ça ne nous... Je suis toujours dans l'émotion. Ça ne nous prend pas des millions pour ça. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour ça. Prenez le téléphone, envoyez une petite carte, keep in touch, restez en contact parce que oui, il y a l'isolement, le confinement, mais faites tout pour garder le rapprochement social et utiliser tous les moyens que nous pouvons pour rester en contact avec ceux que nous aimons. Je pense que c'est une stratégie qui peut être protectrice pour tout le monde. Et la personne de demander de l'aide. Parce que moi, si j'appelle quelqu'un, « Oh, ça va bien », et que la personne est gênée, ne soyez pas gênés de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Et les autres, mais donnons-nous la main, soyons dans la bienveillance, dans la collaboration et dans la solidarité. L'heure est vraiment à la collaboration et à la solidarité parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. À un niveau ou à un autre, quelqu'un quelque part est touché et quelqu'un quelque part a besoin de nous. Parfait. Merci beaucoup, Michel. C'est un sujet en effet très sensible, comme Sylvie l'a mentionné au début de cette rencontre, très sensible, très émotionnelle, oui. Nous sommes tous touchés, toutes touchées. Directement ou indirectement. En effet. Donc, merci pour le partage, Michel. Merci beaucoup pour le partage d'Arrête. Merci infiniment pour votre temps. Vous nous avez offert ce qu'il y a de plus précieux, là, environ 2 heures de votre temps. Merci infiniment. Et même bien plus si on compte les échanges, les écrits entre nous pour planifier, préparer cette conversation, les entretiens au téléphone, pour s'assurer de certains détails. Alors, vous avez accordé énormément de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. C'est une minime contribution par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Mais vraiment, c'est une grosse contribution pour ceux et celles qui vont l'écouter ou le voir. Écoutez, j'en ai appris, même si j'en savais déjà et que j'ai fait des recherches, j'en ai appris beaucoup. Et puis, votre poème a été la cerise sur le gâteau aujourd'hui. C'était super beau. Ça venait directement du cœur. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est quelque chose sûrement que je vais réécouter. Ça a été, je l'ai fait, moi je compose de temps en temps. Je l'ai fait en 15 minutes le 20 janvier. Wow. J'étais en train de travailler toutes sortes d'affaires là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses avec les élections. Là. Puis quand on parle du moment, là, quand je parle du moment, on a tous nos moments.
puis, ben, si on veut devenir président des États-Unis, jusqu'à 78 ans, on peut être président des États-Unis. Donc, la COVID va passer. Nous avons encore du temps pour faire ce que nous avons à faire. J'ai composé ce poème-là en 15 minutes sous un élan. J'ai tout laissé ce que j'avais à faire et c'est ce qui brassait en moi. Alors, vous avez eu la primeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'aimerais rappeler à nos participants et à ceux qui verront cela plus tard que cet événement a été possible. On a pu le faire grâce au travail acharné de Bertrand qui gère Éducation, qui a beaucoup à cœur l'éducation, je vais dire, de tout le monde, grand comme petit, et que j'apprécie beaucoup et je remercie de m'avoir invité comme co-animateur ou co-animatrice. Et ça a été aussi possible grâce à la plateforme Learning, qui est une organisation à but non lucratif américaine, grâce à Ovation Consult que je gère et qui est dans le domaine de l'informatique, de la formation et de l'intelligence artificielle. Puis, grâce à Global Women Network, mais qui est quand même ouvert à tout le monde, qui est une plateforme dans laquelle on retrouve toutes sortes de programmes pour permettre à tout un chacun qui voudrait évoluer au niveau personnel comme professionnel de pouvoir le faire. Parce que l'école ne suffit plus. Nous avons besoin de partager nos expériences au niveau professionnel avec ceux qui s'en viennent. Donc, l'apport de Michel nous sera sûrement intéressant plutôt, l'apport de tout le monde. Même d'arrêter un jour, on pourra l'inviter sur ce plateau uniquement d'Allo pour pouvoir échanger avec nos membres. Alors, merci beaucoup. Je laisse la parole à Bertrand pour terminer. Reste qu'à remercier notre très cher public, Dominique, Vectuli, et j'en oublie Jean qui était là aussi. C'est toujours un risque quand on commence à citer des noms là, parce qu'on oublie Massa Kone, et voilà, il y a d'autres là. Je m'excuse pour Sidiki et d'autres qui se sont déconnectés déjà, qui avaient donc certainement beaucoup de choses à faire ce soir ou cet après-midi. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre générosité de votre temps. Et nous vous disons à bientôt. Ces échanges vont continuer. Nous sommes présents sur LinkedIn. Je sais qu'on est amis déjà avec beaucoup de personnes. Dominique, par exemple, qui a accepté ma demande d'amitié hier. Donc, merci Dominique.